Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Tout de suite, le sommaire. On va parler tout à l'heure de la visite au SMAG de M. Karenko, puisque vous savez, le ministre est en Guadeloupe depuis 2 jours. Il est parti après-midi là. Une interview de Sud PTT Guadeloupe sur le prix du colis. Michel de Pape a fait l'interview. Soyez hommage hier soir de Karenko à Ernest Pépin. C'était dans un hôtel du Gosier. Et puis on ira voir l'exposition de Big Bird. C'est au MAC Charlie Dagonia. Nos invités aujourd'hui, dans un instant, on va donner la parole à Willy Nestor, mais il n'est pas seul, puisqu'il est venu avec 2 écrivains. On va commencer par la dame, Madame Rinaldo, bonjour. Bonjour, Monsieur Zandronis. Elle est l'autrice de Willem et l'arbre à pain, elle va en parler tout à l'heure. Et notre auteur, Monsieur François-Joseph Delumeau. J'ai enlevé le O, Delumeau, merci. Qui est auteur d'un livre, Une seule et même famille, il va nous expliquer tout à l'heure. Et puis, il y a plein d'autres ouvrages qui sont sortis, on va faire le point. Mais avant, je voudrais poser une petite question à Willy Nestor, parce que je crois que c'est la première fois qu'on vous reçoit depuis la période difficile qu'on a connue. Comment qu'on est éditeur à ce moment-là, ça fonctionne? Oui, alors bonjour à tous. L'édition, c'est un métier qui n'est pas facile, puisque vous avez un manuscrit souvent qui se présente avec 200, 300 pages. Donc il faut bien étudier. Il y a plusieurs, entre l'auteur et l'éditeur, il y a plusieurs allers-retours. Bon, c'est une collaboration très étroite. Non seulement la présentation, le format, la typographie, les illustrations, les documents, autant de paramètres qui définissent la réussite de livre. Oui. Et pendant la période du Covid, il y avait plus de manuscrits ou moins de manuscrits? Oui, l'après-Covid a été très prolifique en termes de manuscrits. Bien que, voilà, mais on parle de l'après-Covid, mais nous venons de traverser une zone très difficile avec les coupures d'électricité. Nous nous sommes vus aux éditions Nestor pendant 3 mois dépourvus, puisque vous savez que les éditions Nestor produisent eux-mêmes leurs ouvrages. Tout à fait. Et donc, les coupures ont endommagé très sérieusement notre presse numérique. Ah bon? Ben oui, on a eu, entre les allers-retours de pièces qu'il fallait commander par-ci, par-là, ça nous a très lourdement pénalisés. Et ça a freiné la production? Ben oui, ça nous a énormément handicapés, puisque tous les manuscrits, l'impatience des auteurs, nous avons, avec mes collaborateurs, nous avons été mis à rude épreuve. Oui. Je crois que ça va quand même que les éditions Nestor, c'est déjà plus de 300 ouvrages, je crois. Ah oui, on dépasse déjà les 400, oui. Dépasser les 400? Ah oui, absolument. C'est un record, ça. Oui, record, mais pour la Guadeloupe, en si peu de temps, enfin, une quinzaine d'années. Oui. Voilà, bon, nous pas dormi. Ouais. Mais alors, globalement, dans l'édition au niveau de la Guadeloupe, qu'est-ce qui marche le mieux? Les romans, les essais, les livres pour enfants, pour jeunesse, qu'est-ce qui est plus achalandé? Tout dépend de la qualité de l'ouvrage et du contenu. Tout fonctionne. Ah, tout fonctionne. Mais tout fonctionne, je dirais ça. Donc, j'ai quand même une petite expérience. À partir du moment que vous avez un contenu qui est bien fait, qui est bien présenté, l'ouvrage fonctionne. Les gens y adhèrent. Oui, les gens y adhèrent sans problème. Oui. Enfin, en ce qui concerne les éditions Nestor, nous n'avons pas de... Bien sûr, il y a des ouvrages qui fonctionnent mieux que d'autres. Bon, je prendrai l'exemple des ouvrages des tout petits, des enfants. Bon, ça, d'autant que Caribule nous a énormément aidés dans cette perspective. Qui apprend donc les enfants à découvrir le livre. Donc c'est un... Et puis ça continue dans le temps.
D'accord. Vous voyez, donc maintenant nous avons tout ce qui est roman, tout ce qui est des ouvrages documentaires historiques, etc. Donc ce sont des ouvrages qui fonctionnent, mais à partir du moment que c'est bien fait. Alors, j'ai envie de poser une question un petit peu délicate. Est-ce que ça arrive quand même de refuser des manuscrits? Ah oui, mais c'est tous les jours que je... Ah, tous les jours? Ah oui, c'est tous les jours que nous sommes obligés. Voilà, bon, nous sommes toujours désolés, hein, mais de refuser un manuscrit, parce que vous savez que quelqu'un a souvent à cœur, il se dit ce qu'elle a écrit, c'est la science infuse. Il arrive chez nous et on lui dit non, 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 c'est pas bon. Vous voyez, donc l'être humain est comme ça. Et nous, on ne peut pas prendre le risque non plus de produire, de diffuser, distribuer un ouvrage où on sait au départ que ça ne marchera pas. Oui. Donc nous sommes confrontés à quelquefois des incompréhensions, mais nous préférons très très largement que les choses soient bien dites au départ. Et après... Vous faites des ennemis alors? Oui, mais en fait, c'est vrai que nous avons la possibilité de... Quand nous avons un texte qui peut être amélioré, si l'auteur accepte, bon, eh bien, ensemble, on va réécrire le livre. Oui. Voilà. Bon, il y a énormément d'ouvrages que nous avons réécrits, que nous avons retouchés. Mais, voyez-vous, mais un livre, ça prend du temps. Oui. Un livre, c'est au minimum... Quand c'est bien écrit, on peut prendre 3 mois. Oui. Mais il y a des ouvrages aussi, c'est 2 ans, 3 ans. Ah bon, 2 ans, 3 ans 2 ans, 3 ans pour réaliser certains ouvrages. Alors, je prends par exemple un livre de Marie Galante, en 2 tomes. Oui. Ah, oui, c'est 2 ans, nous avons pris 2 ans. Oui. À réaliser. Donc, pourquoi? Parce qu'il était mal écrit ou bien parce que... Non, non, mais les documents, les allers-retours. En 2 tomes, Les Mères de Marie Galante de 1838 à 2008. Ben oui. En 2 tomes, oui. Voilà. Oui. Donc, c'est un ouvrage en 2 tomes. Quand vous voyez les deux volumes, c'est pratiquement 500 pages. Quand vous avez un tel ouvrage, eh bien, voilà, les allers-retours. Et puis... quand un auteur vous amène un contenu aussi riche, vous avez surtout à cœur de ne pas le rater. C'est ça. Alors, l'autre question qui se pose souvent, parce qu'on entend ça, que le Guadeloupe ne lit pas. Est-ce que vrai ou faux? Bon, je n'ai pas envie de me faire d'ennemis, mais c'est vrai qu'en Guadeloupe, quand on regarde nos habitudes, nous sommes plutôt portés sur tout ce qui est vidéo, tout ce qui est écran. Oui. Bon, je pense pas... je pense pas... voilà, hein, dire... je pense pas dire des bêtises. Oui. C'est vrai que nous sommes plus portés, mais... avec le temps, je pense que les choses vont s'améliorer. Voilà, hein, bon, là où je suis, je vois la différence par rapport à mes débuts et par rapport à la journée d'aujourd'hui. Nous avons un chiffre de vente un chiffre qui s'est très nettement amélioré au fur et à mesure du temps. Mais ça, comme je l'ai toujours dit, il y avait de la part des éditions Nestor toute une démarche, c'est-à-dire même celui qui amène un manuscrit, qui raconte son vécu, qui peut-être ne va pas intéresser une maison d'édition métropolitaine, il vient vous voir, mais c'est le plaisir pour lui de faire partager à ses amis, à sa famille, un vécu, une expérience quelconque. Donc nous avons pendant très longtemps donné la parole aux uns et aux autres dans ce sens. Et je pense que le résultat aujourd'hui, les éditions Nestor ont grandement contribué. Oui. Je le dis très modestement. Oui. Et alors l'autre aspect, avant que je passe à vos invités, c'est la distribution des livres. Est-ce qu'au niveau des libraires,
c'est suffisamment bien organisé pour permettre justement de vendre des livres des éditions Nestor. Comme je posais la question pour Nestor, mais demain je poserai pour notre éditeur. Est-ce qu'à ce niveau-là, ça marche? Oui, alors, c'est là où, de mon point de vue, je trouve que nos libraires devraient porter des efforts, de sérieux efforts à ce niveau. Je dis que ce n'est pas normal qu'en Guadeloupe, la quantité d'auteurs, la quantité d'éditeurs qui produit, on arrive chez un libraire, ce ne sont pas les livres des Guadeloupéens qui sont en avant. Ouais. Ce n'est pas normal. Il faut que nos libraires arrivent à entendre cela. C'est inconcevable. Et c'est ça qui se produit. Avant, pour trouver un livre d'un Guadeloupéen, il faut aller bien au fond, chercher dans les rayons pour trouver... Bon, voilà, sauf que si c'est un auteur, quelqu'un qui a une certaine notoriété, bon, on fera un petit effort. Oui. Mais c'est pas suffisant. C'est très insuffisant. Oui. C'est pas normal. Oui. Je note qu'à la Martinique, les choses ne se passent pas comme ça. D'accord. Chez beaucoup de libraires que j'ai vus en Martinique, eh bien, c'était pas ça du tout. En Guadeloupe, il faut qu'on arrive à mettre les livres des Guadeloupéens plus en avant. C'est de la qualité. Nous avons des intellectuels, des gens qui écrivent, et c'est de la qualité. Nous n'avons pas à rougir de cela. D'accord. Dernier point, le fait qu'il n'y ait plus de salon du livre en Guadeloupe depuis plus de 10 ans, 15 ans maintenant, même presque 20 ans, c'est aussi une difficulté. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une tentative de la ville des Abîmes, oui, que je saluais. J'ai vraiment salué cette initiative et finalement qui n'a pas abouti. Bon, on voit bien que concernant le livre, nous avons encore du travail. Oui. Voilà. Alors, je me tourne vers les deux invités. Madame Rinaldo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, merci, vous avez écrit un ouvrage que je n'ai pas encore lu. En général, quand je reçois des auteurs, j'ai déjà lu leur livre, mais je n'ai pas encore lu. Alors, je vais vous laisser parler un petit peu de Willem et l'Arbre à pain. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors, cette histoire, donc, c'est un livre qui a une genèse particulière, oui, parce qu'il a été écrit, ça fait 3 ans que c'était en gestation. Et en général, j'étais enseignante, je suis à la retraite et je suis férue de pédagogie. Donc, j'aimais bien proposer à mes élèves mes écrits. Et celui-là, particulièrement, leur a plu. Et je n'avais jamais édité. Et ils m'ont dit, madame, il faut l'éditer. Et ils m'ont, en quelque sorte, poussé à l'éditer. Et aussi, ils n'ont pas co-écrit, mais ils m'ont donné des idées sur le vocabulaire des jeunes, sur la manière, même au niveau de la fin de l'histoire. Oui. Ils m'ont dit, j'avais déjà une fin et ils m'ont fait changer la fin. Ah bon? Ah oui. D'accord. C'est un livre en coproduction alors? Non, je ne peux pas dire cela quand même, oui, parce que tout le travail a été fait par moi. Ils ont lu et ils m'ont donné en quelque sorte le vocabulaire des jeunes pour inciter les jeunes à lire le livre. Et la maquette aussi, ils ont travaillé dessus. Le maquettiste les a appelés en live, oui, pour leur demander leur avis et ils sont très fiers. Avant-hier, j'étais dans l'ancien lycée où j'étais, le lycée hôtelier, et j'étais accueillie vraiment de manière royale par le CDI, par les élèves, etc. Et le livre plaît. Alors, c'est l'histoire d'une jeune collégienne, parce que ça parle d'eux, et c'est écrit pour eux. Et il y a très peu d'écrits pour les jeunes collégiens, pour les jeunes ados. La plupart des écrits que nous avons sortent plutôt de la France. Et les élèves, ils m'ont dit, madame, pour la maquette, nous, on aime le dark. Ils vont donner leur point de vue. Et là, ce livre-là leur plaît énormément. Ça plaît aux jeunes, mais ce qui m'a aussi surpris, c'est que ça plaît aux adultes. Il y a des gens qui s'y retrouvent. Et je pense que tout au chacun... C'est votre premier ouvrage? Alors, mon premier ouvrage publié, mais j'ai une trentaine d'histoires que j'ai dans mon tiroir. Oui, monsieur Nestor a du travail. Hein, oui. D'accord. Alors... Je n'osais pas publier. Je n'osais pas parce que... Donc, il y aura autre chose après? Ah oui, parce qu'il y a il y a un suspense, c'est monsieur Zandonais. Il y a un suspense à oui, la fin. La fin...
vous devriez faire marcher votre imagination pour... On ne va pas trop en dire Mais voilà. pour donner un goût de livre. Alors, ça s'appelle Willem et la Rapin de Mme Rinaldo. Alors, j'ai M. Delumeau, je dis bien Delumeau, pas Delumeau, parce que le nom existe aussi. Et lui, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Une seule et même famille. Alors, c'est de quelle famille il s'agit? Alors, Delumeau, Delumeau. Il y a 3 patronymes là. Oui. Vous voyez, quand quelqu'un vient et voit ça, il se dit, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, c'est la famille. Alors, je m'explique. Pour en arriver là, à sortir ce livre-là, c'est une histoire qui a commencé depuis mon enfance. J'avais à peine 10 ans, et puis j'arrive chez un cousin, mon père me dit, embrasse-le, bruit, et je m'aperçois par la suite qu'il s'appelle Delumeau. Oui. Moi, je suis Delumeau. Alors je pose la question à mon père, mais pourquoi vous n'êtes pas tous les deux soit Delumeau ou Delumeau? Oui, oui. Et il me dit, bon, c'est famille en boy. Et à ce moment-là, on ne pouvait pas poser de questions aux parents. Quand Oui. ils vous disent quelque chose, c'était déjà la là, vérité. pas d'y oui. Et alors là, il ne fallait rien dire. Oui. Alors je me suis dit, bon, mais tiens, s'il ne me répond pas, je nourris cette idée, et puis après, je vais chercher pourquoi cette différence. Donc, c'est ça qui s'est fait. Alors, le meilleur moyen, c'était d'attendre la retraite, au moment où je suis libre. Personne ne l'a fait. J'ai dit, je me lance dedans. Je me suis jeté à l'eau. Et puis, j'ai fait des recherches. Alors, il faut dire qu'à ce moment-là, je n'avais aucune connaissance en généalogie. Oui. Donc, je me suis engagé comme ça. J'ai essayé de comprendre au départ, mais c'était vraiment m'attaquer à quelque chose de très lourd. Parce que 3 patronymes, il fallait collecter déjà les pièces, Oui. à savoir pourquoi, où les chercher, que faire. Alors, la première chose, j'ai été aux archives départementales, je leur pose la question, je me dis, bon, mais apprenez à le faire. Il fallait se déplacer 2 fois par semaine dans un premier temps, et puis après travailler sur le site direct des archives départementales. Mais ce n'était pas acquis. Alors, chaque fois, il me fallait établir une logistique pour repartir dans les idées que je devais avoir pour progresser dans le livre. Parce que je n'avais aucune notion de la recherche en ce sens. Et c'est ainsi que j'ai pu construire tout ce que j'ai trouvé, les mettre au bout à bout, et puis arriver déjà à recadrer les filiations, et en recadrant les filiations, les coller entre eux, et réaliser l'arbre généalogique. Alors, moi, je vous pose la question. Oui. Alors, l'origine, c'est Delumeau ou Delumeau? Alors, on est le premier que vous avez retrouvé. Parti à Delumeau. Delumeau. Notre matriarche, c'est Delumeau. Delumeau. Vous êtes Delumeau. C'est dans le Nord-Grande-Terre. Les Delumeau, c'est... Bon, ça a commencé entre Abim et Mornalo. Abim et Mornalo, oui. Alors, je m'explique. Oui. La famille émane du bassin sud de Mornalo et du bassin nord des Abîmes, qui se touchent au niveau de Doubs. Bosredon-Doubs. Oui, je le dis clairement. Oui. C'est là où on trouve la racine famille. Même là, oui. La racine a un pourcentage de 80%. D'accord. Et vous savez, 2 choses qui font se déplacer les gens dans le cocon familial, c'est l'amour et le travail. Oui. Donc il y en a qui sont partis travailler à Capesterre, ils ont créé leur famille là. À Sainte-Rose, pareil. Oui. Vous voyez, ça se fait comme ça. Et à quel moment Delumeau devient Delumeau? Alors, il n'y a pas de moment précis. Parce que le mélange qu'il y a eu dans les filiations, oui. On peut trouver, je m'explique, on peut trouver pour un père Delumeau des enfants qui sont déclarés Delumeau. Ah et bon, inversement. Oui, monsieur. Et inversement. Oui. Donc, il y a eu un vrai mélange et il fallait les trier et les mettre dans l'ordre. Et lorsque je créais l'arbre généalogique. Oui. Voilà. Mais donc, il fallait bien avant. Vous savez, les aînés le savaient. Mais ça n'a pas causé des problèmes, je veux dire, d'héritage, des choses comme ça, parce que quand on va chez le notaire aussi, Delumeau et Delumeau, même si c'est la même famille, mais c'est 2 noms différents. Non. Les aînés le savaient et ils ont éduqué leurs enfants en ce sens, pour leur dire vous êtes parents. Ils le savaient, mais ils ne savaient pas l'expliquer. Oui. C'est là où il y a le problème. Donc aujourd'hui, ça nous évite beaucoup de choses. Parce que quand on allait dans les administrations, on vous posait la question, c'est de l'humour ou de l'humour? Avec X ou sans X? Oui. Vous voyez, vous avez déjà là un problème. Donc, en sortant l'arbre généalogique,
on sait que ça s'est passé à tel niveau, pourquoi on a de l'humour, pourquoi on a de l'humour, et de l'UNO maintenant émane de l'humour. Ah bon? Et de l'UNO émane de l'humour. C'est une déformation de l'humour. Ah, donc au départ, c'est de l'humour. C'est de l'humour. Parce que Avec EAU ou avec O? Avec X comme de l'humour. Oui. La première personne qui l'a créée, elle est née en 1809. Oui. Elle s'appelle Anicette de l'humour. Aux abîmes? Aux abîmes. Oui. Elle est née aux abîmes. Et donc, sa maman était obligée de fournir des papiers pour lorsqu'elle allait se marier, pour dire bien qu'elle est sa fille et que ça s'est passé comme ça. Il y a eu un jugement et puis elle s'est mariée. 1809, on est encore à l'époque de l'esclavage. Mais elle est née esclave, justement. Elle est née, oui. Sa mère était esclave, elle est née esclave. Et elle était la dernière personne à être esclave chez nous. D'accord. Voilà. Donc, l'histoire de la famille, c'est un peu ça que vous racontez dans le que je livre. raconte dans ça. Oui. Et puis, comme j'ai découvert beaucoup de choses, j'ai voulu déjà le faire comprendre à ma famille, mais aussi le dire à la Guadeloupe. Oui. Parce que ma famille n'est pas la seule touchée par ce Ah non, mais il y a beaucoup de mal. familles. Oui, Il y a bien sûr. beaucoup de familles. J'ai un exemple que je connais. Oui. C'est à Bouillante, la famille Kafa et Kafafa. Exactement. C'est la même famille. C'est la même famille, mais il faut Oui. chercher là où il y a l'erreur. Et là encore, c'est une autre paire de manches. Il y a Ramasami et Ramsami. Eh oui, Voilà. Aussi. Fauconnier, tout Fauconnier. Oui, Oui, Fauconnier, oui. tout Fauconnier, par exemple, oui. Donc, ce Ben que oui. je dis aujourd'hui, je suis sur vos antennes, je dis, lorsque on fait des recherches, il faut aller chercher. J'encourage mes compatriotes à aller vers tout ça pour connaître leurs familles et pour savoir bien où ils sont, parce qu'on a besoin de se reconstruire. Oui. Et ça, c'est nécessaire. On est vraiment en crise identitaire actuellement. On a besoin de tout ça pour aller plus loin. Tout à fait. Donc, essayez d'y aller. Ne laissez pas tomber à la première difficulté. Oui. Et lancez-vous avec 2 mots-clés. Il faut aimer et il faut être passionné. D'accord. Vous restez devant votre machine, vous travaillez, parce que maintenant on peut travailler directement chez soi. Tout à fait. Vous travaillez, et ce sera le plus grand bonheur de connaître votre famille, pourquoi il y a eu cette déviation, et voilà. Bien. Alors, je pose la question à Mme Rinaldo et vous. Oui. Pas de signature prévue dans les temps qui viennent? Pas dans l'immédiat, Pas dans l'immédiat. mais je pense aller au lycée Chevalier de Saint-Georges le mois d'avril, le mois prochain. J'ai un projet avec le principal, lycée? le proviseur, pardon. D'accord. Et on veut intégrer aussi les parents d'élèves. On veut trouver une manière différente Oui. de faire venir les parents d'élèves. Donc ce sera autour du livre pour que les parents puissent voir l'école autrement plutôt que tout le temps les conseils de classe, on les maltraite, on leur dit oui, l'enfant n'est pas bon. Donc on veut les recevoir de manière conviviale autour du livre. Et pour monsieur Delumeau? Non, il n'y a pas de séance prévue ces temps-ci. J'ai seulement, je l'ai fait, j'ai présenté le livre en plusieurs endroits Oui. pour ma famille, déjà au rassemblement familial de la famille, et puis dans ma commune, à Monalo. Oui. Donc je ne sais pas si ça se présente après, j'y vais, pourquoi pas. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'endroit fixe pour ce... Alors, je rappelle la sortie donc, de ces ouvrages, Les Mères de Marie-Galante, 1838-2008, tome 1 et tome 2, écrit par Ephrem Bertinjean. Ephrem avait déjà sorti des choses sur l'aviation, je crois. Oui, il est à son 2e volume, Oui, il a été, toujours aux éditions Nestor. Il a travaillé au Guadeloupe pendant longtemps, je crois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, ces 2 livres-là sont disponibles. Alors, je prends une note d'une figure historique du basket bémaroussin guadeloupéen. Valère-Édouard Lamy, un destin hors du commun. Il est décédé il y a quelque temps et sa fille a sorti. C'est un ouvrage où j'ai eu beaucoup de plaisir à mettre en place parce que je connaissais très bien Monsieur Lamy. Valère Lamy qui faisait le show sur la place de la Victoire. Absolument, on allait absolument. le voir avec les frères Blaze. C'était quelque chose qui a formé Aïe, plein de aïe, aïe, basketteurs aïe, aïe, aïe. et au niveau international. Et oui, et j'étais encore gâté parce que c'était mon voisin. Ah, bon, d'accord. Alors, je continue. Je l'ai reçu ici, Eliane Sampère, qui est historienne. Stèles et sculptures commémoratives de Guadeloupe. Ça aussi, Chaque Guadeloupéen aurait dû avoir ce livre. Ah, je lui ai dit ça quand il est venu. Parce qu'elle nous avons des rues, nous avons
des stèles, des statues. guadeloupéennes. Cette dame a fait un travail vraiment historique un travail, très important. elle a fait un travail considérable. Très important. Alors, celui-là, je n'ai pas encore lu. Éré stigmate, journal intime d'une fille, coton. Oui, alors là, c'est les difficultés. C'est une Martiniquaise qui a écrit. C'est une Martiniquaise, effectivement. Donc, une famille difficile. La jeune fille qui arrive en métropole et puis qui fait comme elle peut en métropole. Donc, un passage assez difficile, mais elle s'en sort quand même à la fin. Alors, deux albums de jeunesse, c'est ça. Ça nous ressemble beaucoup. Jessica Alfred, un crapaud pas si vilain. Ben oui, les enfants ne sont pas oubliés avec un crapaud pas si vilain. Donc, vous allez mourir de rire. Elle est aussi de la Martinique. Donc, elle est aussi de l'édition Nestor, j'aurais traversé l'Atlantique. Et la Guyane aussi. La Guyane aussi. Bon. Absolument. Bon, ok, c'est noté. Et enfin, Céline Senrima, Baba le crabe. Ben voilà, les fêtes de crabe à Bosch, c'est une bonne idée à lire. Oui, elle, c'est une Guadeloupéenne. Alors, les gens qu'on n'a pas encore reçus, eh bien, on sera content de les recevoir bientôt dans l'émission. Et puis, monsieur Nestor, on vous dit merci de tout ça qu'on a fait pour la Guadeloupe. Hein. Parce qu'on va remplir une bibliothèque à Guadeloupe. Et madame le dit, ça permet aux jeunes de lire aussi et aux parents. Oui, tout à fait, aux parents. Et le travail que monsieur Delumeau a fait, j'imagine que ça a dû faire beaucoup d'émotions dans la famille. Dans les Delumeau, X sans X et Delumeau. Oui, absolument. Oui, parce que c'est un travail de recherche généalogique qui est important. Alors, il ne le dit pas, mais j'ai fait la connaissance de tous les Delumeau au restaurant. Les Delumeau, ils étaient plus de 400. Plus de 400. Waouh. Il y a une autre famille qui est comme ça, les Jacobi-Coali aussi. Oui, ma mère est une demoiselle Jacobi-Coali. Ah bon, il y en a beaucoup. Ah oui. Quand il faut des rencontres, c'est 400, 600. Hein. On n'a pas tout le reproduit de l'eau. Mais il y a un travail à faire là aussi, madame. Oui, mais il y a des travaux qui ont été faits sur il y a un travail qui a été fait. Un livre est sorti déjà? Non, pas de livre. Pas de livre. Mais moi, ça va être ardu. Hein, oui, il y a du travail. Mais il faut, comme il y a un technicien. Voilà, mais il n'y a pas de hasard, parce qu'on est apparenté quelque part aussi. Ah bon? Canal fait des choses. Bon, ben voilà. En tout cas, on vous remercie. Ils se sont découverts ce matin par an. Parce que ma tante était mariée à Delumeau. Ah, bon. La Guadeloupe, son petit pays, il grand et petit en même temps. Ah, d'accord. Bon. Bien. Merci beaucoup, monsieur. Ah non, mais on est content d'entendre des choses comme ça. Avec l'édition, nous passons de bons moments. Ah ben, visiblement. Juste un dernier mot, il y a des choses à sortir bientôt? Ah oui, oula. Les tuyaux sont pleins. Nous avons l'histoire des abîmes avec Pierre Plaisance, en 2 tomes. 2 tomes aussi. 600 pages qui va sortir. 600 pages qui va sortir. Wow. Où on parle de tous les grands qui ont construit des abîmes. C'est un peu comme pour les maires de Marie-Galante ou bien sur notre c'est encore plus volumineux que Marie-Galante. Hein. Oui. Marie-Galante, c'est presque 500. Oui. Mais là, Pierre Plaisance, c'est pratiquement plus de 600 pages. 600 pages sur l'histoire des abîmes. Voilà. Donc, et c'est un ouvrage vraiment considérable. Oui. Dans les mois surveillez vos libraires. D'accord. Bon, ben on a pris mot. Juste pour rebondir, pour parler de la lecture. Les gens reviennent à la lecture, hein, monsieur. Ah ben, je m'en rends compte. Les gens reviennent à la lecture. Et il y a beaucoup aussi de gens qui produisent. Les gens osent maintenant écrire. Oui. Donc, on a une faiblesse à ce niveau-là. Ah non, mais on n'a pas à rougir. On a de quoi. Il n'y a pas à avoir honte. Je pense que... pour un pays comme la Guadeloupe et qu'on a Nestor, bon, il faut le dire, on a Negmaron aussi qui fait un travail dans notre sens et je pense que pour nous, on n'a pas vraiment, je crois que Didier, en France, en ce moment, il y a un salon en ce moment. Il y a le salon du livre, à la porte de Versailles. À la porte de Versailles, il est en France. Nestor, il a voilà. Eh bien, nous n'avons pas voulu, puisque nous avons été handicapés avec ces coupures d'électricité, on n'a pas pu produire et puis
partir à la porte de Versailles avec très peu de livres. Oui, ça ne vaut pas le déplacement. Ça ne valait pas le déplacement. Par contre, l'année prochaine, nous béton. Bien, merci en tout cas. Merci madame, merci monsieur de l'humour et merci monsieur Nestor. On prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure parce qu'on va avoir un débat. Mais avant ça, on va entendre madame Caroline Alix, sa chronique Apaiser les relations. C'est tout de suite après la pause. À tout de suite. Voilà, il est déjà 13h05. Dans un instant, on aura le plaisir de recevoir Madame Cécile Vamiou. Bonjour. Bonjour, Monsieur Zandronis. Bonjour, la Guadeloupe. Avec ces deux invités, on va parler de... Le mal-être au travail. Le mal-être au travail, ce qu'on appelle le harcèlement. On aura Monsieur Antoine Scolan. Bonjour. Bonjour. Et Noël Albarad, bonjour. Oui, Albarad, bonjour. À tout à l'heure. Tout de suite, on passe d'abord la chronique du jeudi. C'est avec Caroline Alix. C'est parti. Et elle va parler justement de notre problème qui est récurrent en Guadeloupe. Surtout, c'est le problème des litiges entre propriétaires et locataires. On regarde. Bonjour. Bonjour Danick. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler des conflits entre les propriétaires et les locataires. Alors, première question toute simple. Pourquoi les relations entre le bailleur et le locataire sont souvent conflictuelles? Eh bien, souvent, le bailleur, lui, ce qui l'intéresse, c'est de toucher ses loyers sans trop faire de dépenses pour rentabiliser un investissement. Et le locataire, lui, il veut son confort, mais il n'est pas toujours très soigneux parce que de toute façon, il ne va pas rester. Et quel type de contrat on peut aborder aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je voudrais écarter le bail commercial, qui est une réglementation très particulière qui mériterait un sujet à part entière, pour me concentrer plus sur les baux réglementés dans le Code civil. Ouais. Et donc on va parler donc de ces conflits. Et il y a un mot particulier, c'est le démembrement. Alors oui, les relations entre locataires et propriétaires sont en conflit puisqu'ils ont tous les deux autant de droits sur le même bien et en fait ils ont chacun des droits particuliers liés à un démembrement de propriété. Alors qu'est-ce que c'est ce démembrement? Alors en droit, on a l'habitude de dire que d'un côté il y a l'usus et le fructus, c'est-à-dire le droit d'occuper le bien, d'en jouir et de toucher ses loyers avec l'autorisation du propriétaire dans des sous-locations. Ou de l'autre côté du propriétaire, c'est l'abusus, c'est le droit de disposer du bien, de le vendre et d'en faire un peu ce qu'on veut. Et quand on détache l'usus, le fructus de l'abusus, eh ben chacun s'empare d'une partie des droits et se croit un peu tout permis sur le même bien et ça crée énormément de conflits. Et il faut bien sûr une réglementation. Alors, quels sont les problèmes les plus répandus en pratique du côté du locataire? Alors, le droit essaye au maximum, les contrats particuliers dans cette matière essayent au maximum de régler toutes les hypothèses pour éviter les conflits, mais ça ne marche pas toujours. Et alors, sur le terrain, il y a des notions qui sont juridiques, mais en fait tellement larges en termes d'interprétation par les magistrats que on se retrouve dans des situations ubuesques à plus vraiment savoir quoi faire. Alors, c'est notamment le cas du logement décent. C'est quoi un logement décent? Alors, c'est très bien décrit dans les textes, mais pour autant, il y a toujours une marge d'appréciation qui fait que le propriétaire va peut-être considérer que ça suffit comme ça, c'est très bien, mais le locataire, lui, va vouloir pousser les manettes un peu plus loin parce que c'est son confort qui est en jeu. Il y a également des problèmes de locataires protégés. On va dire, à partir d'un certain âge, on n'est pas expulsable. C'est pas vrai. Oui. À tous les âges, on est expulsable, même à 65 ans, sauf que la différence, c'est que le bailleur, dans ce cas-là, doit faire son possible pour reloger le locataire dans les mêmes conditions que celles qu'il avait. Okay. Et il y a un autre litige du côté locataire, c'est les dépôts de garantie à récupérer. Alors, on a vu du côté du locataire, mais alors du côté du propriétaire, quels sont les droits?
Le propriétaire, lui, bien souvent, il souffre de ne pas pouvoir toucher ses loyers en temps et en heure. Oui, oui. Et puis, quand un locataire indélicat fait appel aux institutions telles que l'Agence régionale de la santé ou le CCAS pour faire des enquêtes sur l'état du logement, eh bien, ça peut entraîner des suspensions de loyer le temps de faire des travaux. Alors, tu disais tout à l'heure que 65 ans, on peut encore expulser, mais qu'est-ce qui peut faire obstacle à l'expulsion? Alors, ce qui est compliqué pour expulser un locataire quand on est propriétaire, c'est qu'on commence par devoir aller chez l'huissier. Oui. Sinon, l'action est irrecevable. L'huissier va délivrer ce qui s'appelle un commandement de payer dans un délai de 2 mois. Donc, on commence par attendre 2 mois. 2 mois, ouais. Après seulement l'écoulement de ce délai, on est recevable à agir en justice. Il faut saisir le pôle de proximité du tribunal judiciaire pour pouvoir continuer la procédure. Cette procédure va être longue avec des audiencements à 3 mois, 2 mois et des échanges de conclusions entre avocats pour que, à la fin, le juge peut-être décide d'octroyer des délais de paiement au locataire parce qu'il va considérer qu'il y avait un contexte exceptionnel qui a fait qu'il n'a pas pu payer. Et au final, l'action en expulsion, eh bien, elle peut échouer. Sans compter les risques d'appel et de saisine du premier président de la cour d'appel pour suspendre l'exécution provisoire. Donc, quand on est propriétaire avec des locataires indélicats, on sait que c'est compliqué. Alors, l'autre question, c'est est-ce qu'on peut obliger, contraindre le propriétaire à faire des aménagements, des modifications, des travaux d'un logement pour le rendre décent? Eh bien, la réglementation est très favorable aux locataires qui vivent dans des conditions difficiles. Dès que c'est caractérisé par un rapport du CCS ou de l'ARS, le préfet peut rendre un arrêté d'insalubrité et lui-même décider une suspension des loyers sans avoir à saisir un tribunal. Alors, dernier point à regarder, c'est le bail professionnel. C'est un autre cadre juridique, ça. En fait, j'ai voulu parler avec toi d'une médiation qui s'était plutôt bien passée, contre toute attente. Voilà, donc je voulais partager avec vous ce cas. Oui, le cas des magiciens. Le cas des magiciens et des scientifiques. Et combien de personnes ont été impliquées dans cette médiation? Alors, c'était un groupe assez large, il y avait plus de 6 personnes concernées. Et donc, ils se battaient pendant le Covid, ces 6 professionnels, profession libérale, ils se battaient pendant le Covid parce que certains ne voulaient pas que les patients des autres accèdent aux toilettes. Il y avait un contrôle total des microbes. Il fallait nettoyer. Il ne fallait pas qu'il y ait de salle d'attente non plus à l'intérieur. Il fallait que les gens attendent sur le parking dans le froid. C'est en métropole, en plein hiver, dans les voitures. Donc, sur ce conflit, Pascal, qui était kiné, me dit « ça va trop loin, c'est n'importe quoi. Il n'est pas question que ma clientèle attende dans des voitures sur le parking. Il va falloir qu'on s'arrange. » Voilà. Et c'est comme ça que la médiation a commencé. Ouais. Et finalement, qui était le fautif dans l'affaire? Le fautif, c'était une personne absente du groupe. Et oui, parce que finalement, je n'ai rencontré que les locataires de cet immeuble, les professionnels en place. Et le responsable, c'était le bailleur. Pourquoi? Parce que lorsqu'il avait recruté 2 personnes qui exerçaient plutôt dans le domaine médical, à savoir un kiné et un ostéopathe, ces 2 personnes-là pensaient pas finir d'exercer à côté de gens qui faisaient de l'art-thérapie, de la sophrologie, de l'hypnose. Il y avait un problème d'image vis-à-vis de la clientèle et d'être associé à des thérapies un peu alternatives, ça leur convenait pas du tout. Et ils ont fini par se cristalliser dans des conflits de groupe où, Adèle, dès qu'un local se libérait, faisait en sorte de remplir les équipes et son camp. Ce qui fait que finalement, les scientifiques qui étaient plus dans le domaine médical se sont trouvés un peu renversés et ils n'arrivaient plus à se parler. Alors, dans ce genre de situation, comment le médiateur agit-il pour régler le conflit? Il n'y a qu'une seule recette que je connaisse, c'est la sincérité, la loyauté, la vérité. Dès lors qu'on rentre dans le dur de ces problématiques d'image et d'image vis-à-vis du public, franchement, en disant c'est pas très valorisant d'exercer à côté des gens qui font de l'art-thérapie ou de l'hypnose parce que c'est pas palpable, pour des scientifiques c'est délicat. Dès lors qu'on a posé ce principe, c'est un des locataires qui a dit devant tout le monde, mais c'était le propriétaire qui nous avait dit qu'il ferait en sorte de créer un centre médical et ça se transforme en activité de loisir. Et c'était pas du tout l'esprit au départ et on les comprend. Et en fait, tout le monde s'est mis d'accord pour dire qu'effectivement, c'est pas logique.
D'accord. Voilà. Et ils ont réussi à s'entendre, à mettre en place des méthodes de fonctionnement en interne, à se reparler surtout. Et voilà, donc comme le responsable était extérieur au local, ça a permis d'apaiser les choses. Alors, pour conclure, pour terminer, comment on peut faire la différence entre une relation toxique et une relation perverse? C'est très important quand on aborde le conflit de faire cette différence parce que dans la relation perverse, il y a un déni d'altérité, c'est-à-dire que l'autre, il n'y a aucune considération pour lui, il n'existe pas, il est transparent, insignifiant, on y est totalement indifférent. Alors qu'une relation toxique, on va pouvoir avoir un minimum de reconnaissance pour la difficulté de l'autre et on va pouvoir réussir à changer son angle de vue pour pouvoir se retrouver dans un espace supportable. Merci Madame la médiatrice. On se retrouve dans une quinzaine de jours. Merci. Voilà, on continue. OK. Voilà, je disais merci donc à Madame Maître Alix. Et là, on va revenir vers Chantal Cécé Bamur. Bonjour, bonjour. Vous êtes assistante pédagogique au lycée agricole de Bimao. Oui, merci. c'est cela. Antoine Lescolan, vous êtes avocat au barreau de la Guadeloupe. Et Noélie Albarade, vous êtes psychologue. Alors, aujourd'hui, on a décidé de parler du mal-être au travail. Parce que madame, il faut le dire, madame Chantal Cécé Bamur, depuis longtemps, on discutait de ça, du problème du harcèlement, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ça. Et je pense que c'est un sujet qu'il fallait un peu aborder, parce que depuis quelque temps, dans les professions, aussi bien vers les femmes que vers les hommes aussi, il ne faut pas croire que ce sont seulement les femmes qui sont harcelées, les hommes le sont aussi. Et donc, c'est une question qui est... Je n'ai pas envie de dire au tabou, mais en fait, on a du mal quand même à en sortir, quelquefois à en parler. Et justement, c'est la raison pour laquelle on va en parler. Alors, Chantal, merci. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes, j'ai envie de dire, accrochée à ce sujet? Je suis accrochée à ce sujet parce que ça fait exactement 3 ans et 4 mois que je suis dedans. Et que l'administration, donc l'administration qui me gère, le lycée agricole, la DAF, qui est notre autorité académique, et le ministère de l'Agriculture, ont perdu la mémoire. Donc j'ai été, c'est à croire que j'ai le profil de l'emploi pour tout ce qui est risques psychosociaux au travail, parce que c'est une situation que j'ai vécue entre 2011 et 2012. Sous un autre format. Et j'ai pu m'en sortir parce que le ministère m'avait entendu et ils ont déployé au sein de l'établissement une douzaine d'inspecteurs et aussi ils ont mis un médiateur pour pouvoir, à ma disposition, c'est le mot que je cherchais, pour pouvoir me canaliser, me demander, m'aider à attendre le temps que les 2 harceleurs ne soient plus au sein de l'établissement. D'accord. Il y a eu une accalmie pendant quelques années et il s'avère qu'en 2019, je me vois revivre cela avec un proviseur qui est arrivé en poste et qui avait un management vertical. Et le premier jour qu'il m'a reçu pour un entretien, parce que dans cet établissement, j'ai mis en place des projets qui font rayonner l'établissement, qui aussi permettent d'augmenter l'effectif de l'établissement. Et donc, j'ai été confrontée à ce monsieur et à premier entretien, j'étais... Il m'a crié dessus et je ne comprenais pas parce que je ne le connaissais pas. Oui. C'est suivi 2-3 entretiens pour pouvoir lui exposer mon rôle au sein de l'établissement. Rebelote, il m'a encore crié dessus, il m'a balancé un papier au visage et je me suis contenue pour pouvoir ne pas agir comme lui physiquement. Donc j'ai pu me contenir et puis j'ai préféré partir. Et depuis que je suis partie, donc ça fait 3 ans... Quand vous dites partie, vous avez quitté l'emploi? J'ai attendu mon heure de sortie. Je sortais à 16h ce jour-là. J'ai quitté l'établissement et je suis allée voir mon médecin qui m'a orientée vers le médecin du travail
qui m'a très bien reçu, et ce monsieur, je lui dis merci aujourd'hui, et qui lui-même m'a orienté vers un psychiatre pour pouvoir m'arrêter, pour que je sois officiellement arrêtée et dans de bonnes conditions. Après, donc j'ai fait une demande d'accident de service, parce que les médecins et le médecin du travail m'avaient dit que ça c'était un accident de service. Le proviseur de l'établissement a saisi la commission de réforme pour pouvoir statuer donc sur la demande, qui m'a donné un avis favorable depuis janvier 2019. Et mon dossier est resté gelé dans les placards. Personne ne s'occupait de mon dossier. Et je me suis vue payer à 50%. Un jour, je vais en ligne pour pouvoir imprimer ma fiche de paye. Je vois que je suis à demi-traitement et j'ai eu une espèce de chaleur qui m'est montée comme ça à la nuque et un mal de crâne pas possible. J'ai eu du mal à me calmer et à rentrer dans ma coquille pour pouvoir trouver les bonnes solutions et m'en sortir. Et donc, depuis, j'ai respecté chronologiquement la voie hiérarchique. J'ai envoyé des courriers, des recours, des mails, premièrement au lycée agricole, donc le proviseur de l'époque et sa chef de service. Personne n'a répondu. J'ai envoyé la même chose, les mêmes choses à la DAF. Il faut savoir que la DAF, représente l'autorité académique de l'enseignement agricole en Guadeloupe et délègue le chef de service du service du développement et de la formation pour pouvoir le représenter. J'ai fait la même chose. Personne n'a répondu. J'ai envoyé des demandes aussi au ministère, au bureau du service de la paye, et j'ai pris aussi la tâche du médiateur du ministère pour voir si j'allais pouvoir avoir gain de cause et au moins une réponse, parce que personne ne m'a répondu. Donc lorsque j'ai vu que j'ai fait tout ça, après 3 ans, qu'est-ce que j'ai fait? Au 1er janvier, j'ai eu la présence d'esprit de relayer l'information auprès du cabinet du ministre. J'ai saisi le ministre par le biais de son cabinet, et aussi la presse s'en est saisie. Lorsque la presse est saisie donc, de la situation, tout le monde a recouvré la mémoire. À 20h40, je recevais un mail de l'autorité académique, totalement fictionnel, avec des choses qui n'avaient rien à voir avec la situation. Donc, j'ai lu, j'ai relu et j'ai préféré ne pas répondre. J'ai juste mis une phrase très sage et je me suis dit que je ne vais pas débattre parce que c'est me battre avec le vent et puis rentrer dans leur jeu. Donc, je n'ai pas répondu. Mais il y a 2 choses qui m'ont fait très mal. Donc, lorsque je me suis vue à 50%, j'ai fait une demande d'aide auprès du ministère de l'Agriculture par le biais de l'assistante sociale. Ma demande a été rejetée. Ma demande a été rejetée. Et quelques temps après, il y a à peine quelques mois, je réalise que je n'avais pas de couverture sociale. Parce que le ministère avait tellement ponctionné sur ma paye avec des jours de carence, en veux-tu, en voilà, qu'il leur restait très peu d'argent à me donner pour pouvoir survivre. Et ils ont eu l'intelligence, entre guillemets, de ne pas payer ma mutuelle. Parce que ma mutuelle est ponctionnée sur ma paye. Donc je me suis retrouvée sans mutuelle, tout en sachant que j'ai une maladie chronique et je me retrouve très souvent aux urgences de l'hôpital. Alors, imaginez un petit peu la suite. Alors, juste un mot avant que je donne la parole à la psychologue. Quelle est la situation aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, lorsqu'ils ont recouvré la mémoire avec l'article de presse, j'ai appelé l'autorité académique aussi, parce que c'est quelqu'un avec laquelle j'avais travaillé au lycée agricole. À l'époque, elle était proviseure adjointe. Je lui ai dit les 4 vérités. Et ce support-là, dans l'article, plus l'intervention que j'ai faite auprès du ministre, parce que c'est le genre de choses qu'il n'aime pas recevoir au cabinet. Donc, le logiciel pour, par exemple, les certificats médicaux ont été remplis, tout a été fait. Et j'ai reçu exactement, il y a qu'un mois, après 3 ans et 4 mois, les arrêtés officiels du ministère qui me reconnaissent un accident de service. Mais jusqu'à présent, ma paye est à 50%. Donc on m'a dit on verra bien au mois de mars ou avril, on verra, on ne sait pas encore. Mais ils n'ont pas eu la présence d'esprit, tellement que ce sont des gens bienveillants, de se dire, comme elle n'a pas, elle meurt de faim. Oui. Et comme elle ne vient pas nous demander à manger, parce que c'est ce dont ils avaient besoin, que je vienne leur demander à manger. Mais puisqu'elle n'est pas venue et qu'elle est à 50%, on va faire fonctionner la démarche auprès de l'assistante sociale. Non, ça ne s'est pas fait. Je suis là, j'attends que mon salaire soit rétabli. Madame Alvarez, vous êtes psychologue. Madame Vameo vient d'expliquer un petit peu ce qu'elle a vécu. Quelles sont les conséquences psychologiques du harcèlement sur la personne harcelée? Alors, il faut savoir que les conséquences psychologiques sont vraiment multiples.
il va y avoir des conséquences au niveau de la santé. Donc, au niveau de la santé physique, il peut y avoir des types de maladies qui vont se déclencher, comme les maladies de la peau, comme l'eczéma. Il peut y avoir aussi des maladies liées cardiovasculaires, l'hypertension. Il va y avoir diverses maladies, notamment liées avec tout ce qui va être la gastro-intestinale, avec les ulcères. Et plus, en fait, la personne va être exposée au stress, plus ces maladies-là vont s'aggraver. Donc, ça peut aller jusqu'au cancer, notamment, voire plus. Au niveau psychologique, c'est des personnes qui vont développer des troubles anxieux, donc des troubles de l'appétit, des troubles du sommeil. Donc on peut avoir aussi des troubles liés aussi à la sexualité. Il y a pléthore de troubles et ces personnes-là, en fait, elles vont se retrouver avec des troubles aussi liés à leur efficacité. Donc l'harcèlement va aussi impacter l'efficacité au travail. Donc les personnes vont avoir des troubles de concentration, des troubles liés aussi à la mémoire. Ces personnes-là seront démotivées. C'est des personnes qui ne pourront plus prendre d'initiative. Donc, avec une méconnaissance, elles peuvent très rapidement passer pour le mauvais employé, finalement. Et donc, du coup, faire l'objet de railleries, voire de mise au placard, de la part d'autres collègues. Et cette situation de harcèlement également va aussi impacter le collectif de travail, puisqu'il y a forcément des prises de parti, il y a des clans. Oui. Donc il va y avoir des malaises. Donc certainement que certaines personnes se verront augmenter leur charge de travail, tandis que d'autres vont les voir diminuer. Donc en fait, le harcèlement va vraiment impacter toute la structure, tout l'établissement scolaire en l'occurrence, et sans compter la sphère familiale, puisque quand on est victime de harcèlement, on est beaucoup plus susceptible, on perd en estime de soi, on a une identité qui est détruite, donc ça peut créer aussi des difficultés au sein du couple. On peut aussi être moins patient avec ses enfants, donc on peut aller vers même la maltraitance infantile. Donc c'est vraiment un fléau qui va arriver un peu comme un virus dans un ordinateur, qui va vraiment détruire toutes les parties de la vie d'un individu et aussi impacter son contexte organisationnel. Donc voilà. Alors, je m'adresse à l'avocat, maître Antoine Loscolan. Il y a peut-être 30 ans, il n'y avait pas de loi sur le harcèlement, c'est autant que je me souvienne. C'est assez récent quand même. Alors, dans la fonction publique, il y a eu une loi en 1983, la loi Le Pors, qui définissait le harcèlement. Oui. Mais comme vous l'avez dit au début, c'était un sujet qui était tabou et qui est encore tabou. Il est encore tabou. Il est encore très tabou parce que justement les gens ont du mal à aller voir, pas forcément des avocats, mais des collègues, des psychologues, des médecins du travail pour faire part de ça et pour sortir de cette situation-là. Et si je peux me permettre de revenir un peu sur la définition de ce harcèlement-là, c'est une définition qui est plurielle parce que, vous l'avez rappelé en début d'émission, ça peut toucher les femmes aussi, et dans ce cas-là, ça peut être un harcèlement sexuel, ça peut être un harcèlement moral, ça peut se passer au travail, dans le couple, et en fonction de ces différentes situations-là, il y a des textes de loi qui sont différents et des définitions qui divergent un peu. En l'occurrence, Madame Cécile Amur, et d'ailleurs je la remercie pour son témoignage parce qu'on s'est rendu compte que, d'après ce que j'ai entendu, elle a peut-être autant souffert du harcèlement lui-même que de la bataille qu'elle a dû mener et qu'elle doit encore mener pour obtenir réparation du préjudice. Ce qui n'est pas le harcèlement, ce qui est la conséquence du harcèlement. Et donc c'est important d'expliquer aux gens que obtenir réparation de ce préjudice, c'est possible, mais il y a des obstacles à dépasser. Sur la définition, c'est une définition qui est présente dans le Code général de la fonction publique, donc pour les gens qui travaillent en tant que fonctionnaires et agents publics sous le régime du droit public. C'est une définition qu'elle a même aussi dans le Code du travail pour les gens qui sont employés dans des sociétés privées. Et c'est la même définition qu'on va retrouver dans le Code pénal, là, quand on passe devant un juge pénal et qu'on risque une sanction d'emprisonnement ou d'amende. Et cette définition, c'est la suivante, c'est un harcèlement, là je parle du harcèlement moral, c'est des agissements qui sont répétés, donc plusieurs agissements, qui ont pour but ou pour effet, ça veut dire que la personne, le harceleur, peut vouloir les effets du harcèlement ou pas, l'important c'est qu'il le fasse dans tous les cas, et cet effet-là, c'est de dégrader les conditions de travail de telle façon que ça ait un impact sur les droits ou la dignité de la personne, ou sur sa santé mentale ou physique, ou encore sur son avenir professionnel.
Et donc, à partir de cette définition-là, et c'est important de le comprendre parce que c'est comme ça que fonctionne un juge ou un juriste, il va falloir mettre la situation factuelle dans des cases pour voir après ce qu'on peut en faire, s'il peut y avoir des sanctions, réparation du préjudice, etc. Et donc, de cette définition du harcèlement, on va devoir qualifier ce que sont les agissements répétés, par qui ils sont commis, et les conséquences de ces agissements-là. Donc par qui d'abord, ça peut être, le harceleur peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être aussi un collègue, et ça peut être aussi un inférieur hiérarchique entre guillemets, qui mène la vie dure à son supérieur. Les types d'agissements, ils sont pluriels. Madame Célamure pourra sûrement en parler. Elle a mentionné tout à l'heure des cris d'un supérieur hiérarchique sur soi. Ça peut être des cris, ça peut être des post-it laissés sur son bureau, comme quoi il faut qu'on travaille plus vite. Ça peut être des remarques insidieuses qui nous disent qu'on n'est pas performant, que la personne avant nous était plus rapide. Ça peut être une mise au placard. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on va vous donner moins de travail. Ça peut être à l'inverse, une surcharge de travail. Ça peut être une mise au placard physique, c'est-à-dire qu'on va vous changer de bureau, dans un bureau plus petit, pour avoir moins de lumière. Ça peut être aussi... Il y a plein de types d'agissements possibles. On peut par exemple aussi se voir refuser une mutation professionnelle. Oui. Et donc ensuite, sur ça, il faut que les agissements soient répétés, que ça ait lieu plusieurs fois. Et enfin, il faut qu'il y ait une conséquence, donc soit sur les droits ou la dignité de la personne, la santé mentale ou physique, ou l'avenir professionnel. Et dans ce cas-là, c'est une mutation perdue, c'est un syndrome dépressif, un syndrome anxieux, etc. etc. Alors, est-ce que les conséquences judiciaires sont à la hauteur du préjudice ? Elles peuvent être à la hauteur, mais elles sont difficilement à la hauteur parce que le principal problème dans les affaires de harcèlement, c'est la preuve et c'est la charge probatoire. Oui. Et dans les dossiers de harcèlement qui sont bien construits, souvent c'est parce que la personne qui s'est faite harceler a réussi à trouver une oreille auprès de collègues qui l'ont compris, auprès de délégués syndicaux, oui. auprès de médecins du travail qui lui ont permis de construire son dossier. Et donc, elles vont pouvoir produire des attestations de collègues, des mails, des photographies, des post-it laissés, etc. Tout ça pour corroborer leur situation de harcèlement. Alors, Madame Cécile, vous avez entendu le point de vue de la psychologue, surtout ce qu'elle a décrit, oui. Et ce que le juriste vient de dire. J'ai envie de vous poser la question, quand vous entendez ça, par rapport à ce que vous avez vécu, vous vous sentez vraiment ciblé par tout ce qui a été dit là? Absolument. Je peux cocher plein de cases parce oui. que je me suis retrouvée, que ce soit dans les propos de la psychologue, de l'avocat. Et j'ai écouté l'avocat avec beaucoup d'intérêt parce que j'ai répertorié pas mal de preuves qu'eux-mêmes m'ont fournies. Oui. Les preuves sont là, photocopiées en plusieurs exemplaires que j'ai mis ailleurs, à l'extérieur, que je n'ai pas laissé chez moi. Et j'ai déjà constitué un dossier pour pouvoir me battre jusqu'au bout. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation et qui n'osent pas être là aujourd'hui. Oui, je sais bien. Hein? J'ai contacté quelqu'un qui travaille dans le privé. Eh ben, il ne m'a pas donné signe de vie depuis parce qu'il a peur, parce que les gens ont peur des représailles, parce que les gens ne sont pas solides aussi. Parce qu'il faut avoir des épaules pour pouvoir supporter ce type d'exaction. Ce n'est pas toujours facile au quotidien. Mais moi, je suis encore là et je voudrais leur dire de fonctionner autrement parce que tout ce qu'ils veulent me faire, en fait, je récolte autre chose. Donc, changer un petit peu de mode d'emploi parce que j'ai quelques kilomètres d'avance sur vous, messieurs. Alors, je vous pose une deuxième question. Enfin, c'est la question un petit peu particulière. Comment vous avez survécu à tout ça? Comment j'ai survécu à tout cela? Donc, dans un premier temps, je suis rentrée sous une bulle parce que je vis en permanence sous une bulle. Je n'entends pas forcément ce qui se passe autour de moi. Et je me suis posé les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux, Chantal? Et lorsque j'ai répondu à ce moment-là, j'ai commencé dans un premier temps à me poser, parce que je suis quelqu'un de très volcanique, et ça n'a jamais payé d'être volcanique. Donc je suis rentrée sous ma bulle, je me suis posée et j'ai frappé aux bonnes portes.
c'est surtout ça qu'il faut faire. Il faut oser, il faut avoir la force d'oser et ne pas toujours écouter les conseils qu'on vous donne d'à côté parce que ça, c'est pas forcément les bons conseils. Donc, je suis assez, comme c'est quelque chose que j'ai déjà vécu 2 fois. Donc, aujourd'hui, je ne dirais pas que je sais tout, mais je connais quand même un panel d'exemples et de preuves à mettre de mon côté pour pouvoir me servir. Mais je me suis remise au sport. Donc, tous les matins, c'est quelque chose que je n'aime pas forcément, mais tous les matins, j'avais un besoin, vous vous rappelez, j'ai eu un besoin d'aller courir le matin. Pendant que les gens dorment à 4 heures du matin, je suis déjà réveillée pour aller courir. Courir après quoi? Courir pour pouvoir contenir ma rage et déverser. C'est une thérapie pour vous. Voilà, c'est une thérapie pour moi. Et je me suis mise aussi à tout ce qui est, j'appelle ça des métiers de tête. Donc, je canne énormément, je fais du bas-quoi, je fais plein de choses qui me permettent de réfléchir, de me poser, de voyager et d'oublier tout ça. C'est dans ça qu'aujourd'hui j'ai trouvé ma thérapie. Et j'ai entendu qu'il y a des psychologues. Oui, je vous prie de m'excuser, madame, mais il faut tomber sur le bon psychologue. Oui. Il faut tomber sur le bon. Et on ne sait pas toujours lequel qui est le bon. Donc, je me suis construit ma propre thérapie qui est de travailler des outils de chez nous pour pouvoir me calmer et trouver une thérapie. Dernière petite question quand même avant de vous quitter. J'ai dit ça, c'est un épisode 1, il y aura une suite à ce débat-là parce qu'il y a encore d'autres questions qu'on n'a pas abordées. Quel conseil pouvez-vous donner à Madame Cécile Vamur en tant que psychologue? Alors, quel conseil je peux lui donner? Madame Cécile Vamur me semble très... je pense qu'elle a conscience de ses ressources. Donc, comme elle l'a dit, elle a déjà connu ce fléau déjà à 2 reprises. Donc, elle a l'air d'avoir trouvé ce qui lui correspond. Il est vrai que lorsqu'on est victime de harcèlement, il est intéressant de se faire suivre soit par un psychologue, mais aussi de faire intervenir d'autres approches psychocorporelles, comme elle le fait déjà. Donc, c'est vraiment une approche globale. Et c'est aussi, il faut avoir du soutien, que ce soit du soutien des collègues, des soutiens de la famille. Il faut être soutenu, puisque seul, on n'y arrive pas. Seul, on n'y arrive pas et elle fait bien de se poser, de faire preuve d'intelligence émotionnelle, puisque du coup, elle ne se laisse pas guider par ses émotions. Donc, je pense qu'elle est déjà sur des actions qui sont très bénéfiques. C'est la même question au niveau juridique. Vu l'état de la situation aujourd'hui, les lettres qu'elle a fait au ministère, un peu partout, qu'est-ce qu'elle peut encore faire, qu'elle n'a pas encore fait, que vous lui conseilleriez? Malheureusement, elle est déjà passée par la partie médiation, par toute la partie tentative de conciliation amiable. Donc maintenant, l'autre option pour obtenir réparation de son préjudice et justice, c'est de saisir le juge, en l'occurrence administratif, ou alors le juge pénal, ou alors, parce qu'elle peut faire les deux en même temps. Voilà. Bien, on va terminer aujourd'hui sur ce premier épisode. Oui. Je vous promets qu'il y aura une suite. D'accord. Et on reviendra. J'espère que des gens harcelés comme vous auront le courage de venir en direct sur le plateau, au visage découvert. On peut même leur mettre un masque s'ils ont peur d'être reconnus. Et on abordera cette question. En tout cas, Madame Cécile, je vous remercie d'avoir osé venir au grand jour parler d'une question très délicate et on disait un petit peu tabou. Et donc, j'espère que ça va permettre à d'autres Guadeloupéennes qui nous regardent d'oser poser cette problématique parce que si nous ne pas faire rien, rien peut rien changer. Non. Voilà. Merci. On revient tout de suite rapidement à l'actualité. On reçoit tout de suite après Sandy et sa star. Je vais parler de Yemuna. C'est parti. Karanko visite SMAG. Charlie Dagonia. La priorité que tous les 4, l'espèce de gouvernance à 4 qui a été évoquée, notre priorité a été l'eau. C'est le boulot aussi du SMEGAC de faire de l'assainissement. C'est pas mon boulot de faire la programmation comme ça. C'est Francis qui est le directeur général. Mais c'est vrai que moi, à ma place, j'ai préféré donner une priorité sur l'eau. L'assainissement viendra. Eh bien, qu'est-ce qui me permet de le dire? C'est qu'on a un directeur, on a un plan de travail, on a un financement sur le fonctionnement et surtout on a les premiers résultats. Ça compte. Vous savez pourquoi on fait tout ça? Pour éviter les coupures d'eau. On réparait 2 fuites par jour il y a 30 jours, on en fait 30 par jour aujourd'hui. Ça me paraît être le signe d'un truc qui marche. Tant pis pour ceux qui croyaient que ça ne marcherait jamais.
Les études lancées depuis autant de M. Luzi, c'est 1 milliard pour l'assainissement. Il ne faudrait pas qu'on répète du n'importe quoi. Concernant l'assainissement, c'est l'entretien qu'on doit faire. Il n'y a pas de station à construire. Il n'y a pas eu d'entretien, mais je sais qu'on a commencé, monsieur le directeur, les études pour l'entretien des stations d'épuration. Donc nous sommes sur les deux problèmes en même temps. Sur 2023, 25 millions sont consacrés à l'investissement sur l'eau et 25 millions aussi sur l'assainissement. C'est dire que nous avons pris la mesure des travaux à réaliser et donc les deux volets, eau et assainissement, vont pouvoir avancer sur ces mois qui viennent. Voilà. Je sais qu'on s'est réunis il y a 2 jours là, par vidéophone et on a dit la sécheresse, c'est pas possible. On va décider qu'il pleuve et c'est ce qui est arrivé ce matin. Arrêtez de tout mettre le dos de tout ça. Évidemment qu'il y a la sécheresse. Et alors, il se passe quoi? On fait quoi? On prie. Ça a marché d'ailleurs. Il a plu aujourd'hui. Donc je veux dire, il y a des tours d'eau. Moi, je ne connais personne, en tout cas d'être humain, qui fasse des miracles, même si on est 4. Il n'y a que vous qui pensez aux miracles. C'est sympa. Mais moi, je pense à travailler, je pense à donner de l'eau aux gens. Et c'est ceux qui arrivent. Ne vous en déplaise. À travers ce contrat Quorum, c'était une concrétisation de cet engagement qui démontre bien que l'État financièrement nous accompagne, mais aussi, d'un point de vue technique, a décidé de mettre son assistant technique à nos côtés, et ce qui nous permet aussi de continuer à travailler pour les Guadeloupéens au service de l'eau. Voilà, c'est l'heure de Sandy. Bonjour Sandy. Bonjour. Je dis pas encore bonjour à l'autre personne. On voit d'abord le générique, c'est parti pour le Sandy Show du jeudi. Ça, là, non, mais dis ça. Hein? Dis ça, mais... Tu sais qu'on est à l'antenne. C'est ça. On démarre, c'est parti. Bon, alors, Sandy, bonjour. Oui, bonjour. Et tu es avec à tous. qui aujourd'hui? Eh bien, bon, je vais la présenter. Son morceau fait. Bon, son wagon, pas mon wagon, son typhon même. Oui, continue à Voilà, elle est animatrice, présentatrice, ambassadrice, une femme engagée. Je la présente plus. On accueille aujourd'hui Yemouna. Bravo. Bien, merci. Quelle présentation. Merci beaucoup, Sandy. Bien bonjour, Sandy, et bien bonjour, Danick, et bien bonjour, Pep Guadeloupe. Oui. On est content de te voir. Comme d'habitude. Oui, c'est quoi un casao? Oui, vous la connaître. Alors. Voilà, donc en fait, on va plus présenter Yemouna, mais en tout cas, si je t'ai invité, c'est pour nous parler de ton actualité du moment qui est très riche et qui est en parfaite corrélation avec l'une des causes que tu défends, notamment la problématique de l'obésité en Guadeloupe. Donc voilà, mais j'aimerais quand même qu'on parle un peu de ton métier, d'animatrice, de présentatrice. Pour en tout cas ceux qui nous regardent, qui voudraient également se lancer dans l'affaire. C'est pas si simple. Tu ne peux pas avoir de Yemouna. Impossible. Non, j'avoue. C'est bien pour ça qu'on dit Yemouna Linique. C'est tout réseau social. Moi, c'est Yemouna Linique. Donc, suivez-moi sur Yemouna Linique, Instagram, Facebook. Alors, oui. Ça a fait un pétant que moi, dans le métier. Là, ça plus de 20 ans, plus de 20 ans. Tout à l'heure. Mes premières animations, parce que je crois que c'est la base, beaucoup de personnes se reconnaîtront, ce sont les colonies. C'est par là que j'ai fait mes premiers pas, BAFA, etc. Oui. Et puis, j'ai voulu me professionnaliser. Donc là, j'ai passé un diplôme d'animateur touristique et de loisirs en temps à l'AFPA, à Saint-Claude. Donc, et c'est comme ça que je suis rentrée dans la
parallèle à ça, il y a créé animation commerciale, animation dans l'hôtel. Pas fait longtemps, hein, parce que en temps, on fait d'autres bitins, mais on a quand même passé par là, hein, ce qu'on appelait à l'époque les géos, dans les grands hôtels clubs. Donc, j'ai eu l'occasion de faire ça. Donc, en fait, l'avantage et l'expérience que j'ai eue me permettent aujourd'hui d'être hyper polyvalente. Parce qu'on est des animateurs qui pas forcément à l'aise dans tous ces domaines-là. Ça, moi, on a chance de faire en lot expérience, 20 années, hein, nous dit, toucher à tous ces domaines-là et me permettre aujourd'hui de pouvoir développer une palette et m'adapter en fonction du contexte et de l'appel, de la demande, du besoin du client. Mais la télévision, pur hasard ou alors c'était une évidence? Alors là, pour les gens qui connaissent moi, hein, qui sont dans mon cercle familial, j'ai jamais rêvé de faire de la télévision. Non, pas du tout. En fait, comme je suis une femme de défi, donc c'est plus un challenge que j'ai voulu relever, parce qu'à l'époque, en temps RFO, il y a dit qu'il y a cherché un monde pour révolutionner le paysage audiovisuel guadeloupéen. Alors là, quand il est là, yo voyons ou changer jardin moi. On dit bon, je vais chercher un monde mais moi il y a mon alinique. Les alinique et moun pas savent c'est qu'on passé casting là. Enfin envoyé lettre là en 2002, parce que fait casting là, ça a commencé comme ça pas marché. On dit bon, m'en faut à peine, de toute façon, c'était juste pour choquer yo ti brin. Puis à l'époque, pas vrai tellement moun kon moins gros, qu'a parlé gras, qu'a parlé créole, qu'a eu fort, c'était pas vraiment hein. C'est pas dans le cadre de la musique. Non, pas vraiment. Bon. Alors ce qu'il fait en présenter juste pour entre guillemets emmerder yo. Ça pas marché. On dit bon, quoi vrai? Ouais. Et en final des comptes, l'année après, donc 2003, il aurait fait même casting là. Pourquoi il n'a pas trouvé la personnalité pour révolutionner le paysage audiovisuel guadeloupéen? Ouais, encore. Non. Là, on comprend l'orgueil. Là, mon malade dit, excusez-moi, pardon les gens, je respecte vos figures, mais moi. Alors, l'orgueil, on n'a pas fait rien. Et c'est papa Timon, mon papa, là, on vit un peu, qui prend. Mais si on dit ça, il était marqué 2002 en l'air tout seul. Même lettre de motivation là, même photo là, même CV là. Il voyait, mais on joue, en plus nous rattraper Baba à cause de ça. Et là, quand il a dit ça, qu'il a pour de l'eau, pas cachailler, il voyait, et il a crié, moi, mais attention, secrétaire là, quand il parle encore, il est à la retraite, il a crié, moi, il a crié, moi, pas répondre, pas doué pour moi. Et en final des comptes, il finit pas attraper moi, mais vous savez, l'orgueil, c'est quelque chose. Oui, hein. C'est pour ça que vraiment, ça t'est pour moi-même. Là où vrai, il finit pas attraper moi, il a dit moi, oui, on essayait de vous joindre, ça fait déjà plus de 3-4 jours. Et m'a dit, mais et casting, j'ai commencé, hein, d'autres monde qui ont envie de faire la télé, j'ai répondu. En fait, madame, qu'est-ce qu'il y a là? Parce que moi, pas savant, pas au courant que Tibouga a envoyé les papiers. Ouais. Ah bon, vous me parlez de la lettre de l'année dernière, alors? Non, on vous parle de là, vous avez envoyé, bon. En fait, qu'on s'y comprend, non. Moi, j'ai embêté. Et en final des comptes, moi, allez, en passé casting là, en date de dernier monde qui passait. Les vendredis soir, environ paquet de monde qui est là, comprendre gros animateur, machin, mais à part moi-même, né en colère, s'il faut, moi, la reine pas famille, moi, arrivé, caca, cabrit en moi, tête en moi, comprends, non. J'affiche la couleur, et chaque coup, yo parle, bon, moi, c'est un qui crée la rabale. Et bien, vous savez, quand qui passe entre les deux l'année, c'est que la direction là a changé. Et entre 2002 et 2003, en finale des comptes, c'est Jean-Manuel Dupont qui prend Babla. Il y a d'autres monde, il y a 4 qui recevoir moi, Téni Angèle Etienne, Téni Michou et Téni 4e dame, moi c'est Philogène qui était là, qui recevoir moi, nous parler. Mais là, il m'a demandé moi, oui, la télé, qui nous a apprécié, moi, ou ça m'a très naturel, on dit, ou ça va dans télé les autres là, pas ni rien qui capte moi parce que pas ni pour monde qui ensemble. Et c'est comme ça l'histoire a commencé. Voilà. Donc à partir du tout on souhait, mais moi vraiment entre guillemets c'était vraiment un défi. Moi dis yo mais vous savez voilà gros moun ni place à yo, négresse ni place à yo et ça passait comme ça. Mais justement, Yemouna, en tant que personnage public, hein, on le sait, on est apprécié, également encouragé par beaucoup, mais également critiqué. Oui, mais c'est normal. Voilà. Comment tu vis, comme on dit, on les appelle les haters? Moi, les suiveurs. Allez, on y ça, communautaire, moi, en pas au courant. Parce qu'on pas apprendre à garder, on pas perdre temps, moi, c'est bien là ça. En son monde, donc moi, c'est fait à madé. C'est peut-être caractère moi qui fait que comment t'es gros et gros à dépasser, en développer peut-être probablement une forme de carapace, en pas ni tempête. Ou pas mais mon doit pas mais moi en accepter non mais c'est vrai on peut pas faire l'inanimité. On va concentrer moi c'est ça qui est mais moi ça tellement plus simple. Mais ou pas mais mon doit pas mais moi alors vivre on va vivre temps moi.
Voilà. Très bien. Alors, Yemouna, je reprends une de tes citations. 2023, l'année de l'exemple. Absolument. Voilà, justement, cette année marque notamment les 10 ans de ta sleeve gastrique. C'est une année pour toi. C'est l'occasion de témoigner, justement, par rapport à ça. Justement, quel est ton objectif principal par rapport à la médiatisation de ton témoignage? Alors, l'objectif, en fait, c'est de chailler au maximum moun derrière moi. Pas d'avoir corps moins changé, santé en moins améliorée, et je dis là qu'à témoigner pour d'autres moun qui sont en situation là, ça, limé bobé chaillou. Et ben, yo envie, et ben, fait ça yopé pour yopé améliorer santé à yo. On pas dit tout le monde maigri, fait sleeve ou rivé à stade. Dans moi, chaque esprit, c'est pas ça le discours. Le discours, c'est, là, vous rendez-vous compte que santé a commencé à partir à la dérive. Ou qu'on a dit, il faut nous mettre nous ça dans le cadre de la prévention. Nous ne pouvons pas attendre que nous sommes malades. Pour nous, faire ça qu'il faut, parce que nous savons celles qu'on nous tient. Donc, là où la maladie rentrer dedans, il ne va pas sortir. Comme ça, il y a une maladie qui vient à cheval et qui va partir à couiller. Nous poser une question. Combien de temps vous prenez pour tes mots choisir? Mais on peut finir. Mais c'est justement parce que il a dit que les outils filés, comment dis-moi, c'est assez filé ou est-ce que quand il file? Alors là, il filait s'il est débord. Donc attention pour pas blesser dans ça, mais on peut toujours s'améliorer. Pour moi, c'est vraiment ça en fait. On est dans une quête de mieux-être. Et en plus, quoi, ces outils qui permettent vous de faire tout ça on y a fait dans la vie. Donc je dis là, moi donc c'est un stade à sa mort vivre, mais si ça se trouve peut-être dans 3-4 ans en que mot phase, donc faut que changer. À chaque défi, à chaque challenge, c'est un step différent et faut c'est entre guillemets un monde presque différent. Donc quoi aussi participer à mon phrasage à ça et de permettre vous d'atteindre un objectif. Donc du coup, l'âge est bon, mais on va continuer à entretenir, on va aller à la salle de sport. Moi j'aime bien dire que je suis à la phase de racassillage, là, on va racassiller on va passer qui nous habitent là, il y a grichi là, voilà, c'est ça qu'on fait. Voilà, mais c'est vraiment message là ça pour dire ces gens-là sont celles qu'on nous nie. Donc faut nous prendre précaution, il faut nous pas attendre maladie la venir et c'est pour ça qu'on encourage tout le monde et en cas by méthode là encore calculer IMC à yo qui nous d'accord c'est juste son repère pour yo savoir est-ce que yo j'ai dans cas d'obésité ou pas ou si yo en surpoids. Donc pour calculer IMC ou ça permettre en profiter puisque nous là pour ça. IMC c'est poids ou poids en kilos, d'accord? Donc moi par exemple on fait 85 kilos divisé par taille multiplié par lui-même. Donc, nous avons un calcul là, à vos calculettes, 85 divisé par 1,65 multiplié par 1,65 ça va 85 à 2,7, ça va à peu près 31. Et il faut savoir que là, on va passer les 30 en IMC ou dans le cas de l'obésité. D'accord? Là, on entre 25 et 30 ou en surpoids. Donc, là, on dépasse 30 ou en obésité. Et après, il y a différents degré moins en tel là on fait sleeve en moins en à 46. Vous avez combien de kilos à hypoclasseur? 125 à peu près, on peut comme ça. Donc on peut faire des photos justement. Oui, de 40 kilos. Non, 50 à peu près. 50. Alors, parce qu'on répond 10. Parce qu'il faut savoir. Oui, mais on répond 20, on pède à peu près 20, 25. Mais vous savez, là, on va dans maladie là, ça. C'est ça, hein, la réalité. Il y a des moments où quand j'ai mis les maladies là, c'est pour ça qu'on parle ensemble obèses en rémission. Donc, on a plus ou moins organisé. Parce que comme c'est une maladie qui est multifactorielle, parce que pas rien qui brûle et manger et faire sport, c'est ça aussi pour ces gens appétants et comprendre. Ce qui fait que ça n'a pas toujours évident. C'est une maladie, c'est comme un monde qui est diabétique. Il y a des moments où il a géré le diabète là très bien, il a stabilisé le diabète là, mais il y a des moments ben, ça a dégradé. Au moins, on va dire ça parce qu'on va voir ça. Nous avons une jeune femme qui est obèse. C'est ça. Et des parfois, on va voir. Il y a ça là? Oui. Non, mais même ça, on va voir devant McDo là. On va faire la peine de voir là. Pourquoi? Pourquoi penser que c'est meilleur manger pour eux? Non, mais pourquoi on ne peut pas faire au plaisir? Si c'est ça, on met. Même si ça fait au. Mais attends, on nous parle, c'est oui. Bandou ça, Danik, ou pas manger beaucoup? Non, on ne fera pas au moins. Très bien. On ne fera pas au moins. On nous imagine que même gros monde là, ça que ouvrait devant Mac là, nous parler là. Ouvrait jeudi là, mais ça ne veut pas dire qu'il était là hier, ça ne veut pas dire qu'il était là. C'est ça qu'il faut nous changer. Arrêtez de diaboliser un monde qui gros, parce qu'il doit faire plaisir. Non, pas diaboliser, c'est. Mais oui, mais on va dire comme ça, arrêtez de manger McDonald's. Mais si c'est. Imaginez, vous savez, moi, par exemple,
si par exemple, on mange McDonald's une fois dans l'année là, et directement, jour là, ça, ou vraiment, ou que dit, ou quoi, vrai, il a dit, c'est ça. Faut nous faire attention à qui j'en nous parler et ça nous a pensé de donc encore une fois pas là moi peut défendre Mac là simplement qu'a dit que il faut savoir que on peut très bien manger un hamburger ou un pocket parce que ça valable aussi parce qu'il faut pas nous hypocrite non plus hein de dire nous pas manger ta là mais nous pas manger pocket ou nous pas manger pizza parce qu'il y a l'eau d'accord donc ça nous a dit ça qui est important pour population là comprendre et c'est on a ouvert les oreilles d'accord ouvert les oreilles c'est dans ce système-là, qui ou en obésité, ou qui ou pas quoi dépasser, ça qui est important, c'est ni en alimentation variée et équilibrée. Et même dans le cadre en alimentation variée et équilibrée, ou peut manger un burger de temps en temps pour faire plaisir. Moi, vous savez qu'à moi aimer, deviner, c'est quoi mon péché mignon? Un peu deviner. Je sais pas, c'est du sucré. Ni gel d'eau. On va ni gel gras, ni gel d'eau. Les suivez. Donne-nous un indice. C'est au chocolat. C'est au chocolat? Éclair au chocolat? Mais non. Les moelleux au chocolat. Devinez qui m'a préparé les moelleux au chocolat. Suivez mon regard. C'est monsieur. Alors, par rapport à diabète et AVC, encore souvent ici chaque semaine, il dit comme ça, et ça bouleverse moi. Mourir là, c'est plus grand des Et pourtant, nous persuadons les gens mourir, fruits, etc. Mourir, viande salée, voilà. D'accord? Tout ça. Donc c'est pour ça qu'à ces gens-là, on peut manger un petit mourir de temps en temps. On dit viande salée, moi aimer ça. Ça ne va pas empêcher moi vivre, ça ne va pas empêcher pour soin à santé. Mais c'est équilibre là qu'on fait. À dans semaine là, à dans mois là, c'est en qui j'en jumelé. C'est ça. L'abus en toute nuit. Mais ce sont des bases en fait. Et bien sûr, il faut battre en bonne. Donc ça veut dire qu'il faut dépenser, il faut souhaiter, il faut une activité. Mais ça c'est voilà. Je te parlais justement tout à l'heure de la génération Z, la génération âgée de 13 à 22 ans, qui stagnent sur leurs écrans. Mais bien sûr. Comment sensibiliser cette génération? Moi envie de dire un bitin qui est très simple. Tout bitin qui vient au bitin par rapport à un bitin. C'est important, avant de nous voir cette team-là, en nous gardant qui sont famille qui ont positionné. On ne peut pas faire rien. Si vous voyez famille à la base, pas en sensibilisation. C'est pour ça nous, accent nous, moi, et aussi les gens qui travaillent avec moi, et notamment l'association Monaco, l'Agence caribéenne de communication et de réflexion sur l'obésité et le surpoids, c'est de faire ces familles-là comprendre que, vous voyez, l'année de l'exemple. L'exemple vient d'en haut. Si à casa ou pas qu'à manger légumes, si mon a péqué manger légumes, ou peut blaguer ça en gel avec, d'accord? Si vous pas qu'à faire sport à casa ou que mettez dans toute qualité club, d'accord, mais en même temps, là il ka lever à casa, il ka voir utilisation qu'on appelle toute la journée, on la nous calé. Donc comment c'est vous famille à passer, parce que comme on dit, les habitudes, mais c'est l'habitude dans nous, ça se transmet de génération en génération. Donc si nous voulons santé à Timouna nous améliorer, il faut nous déjà nous-mêmes nous jaca et que nous fait ça qu'il faut. Donc avant de parler de cette Simone-là, parce qu'on n'est pas du tout un professionnel, nous ni la gosse, encore voyons belle force Bayo qui font un bel travail, qui sont en association qui travaillent par rapport à Simone, qui se cible à eux, nous familles, on nous prend soin à famille en nous mamans, on nous prend soin à famille en nous et Bayo l'exemple. Ça fondamental. Beau message. Moi, c'est ça en cas dit. Alors, est-ce que tu pourrais, pour terminer, nous parler de ton événement? J'ai fini. Mais non, mais ça va être vite. Sorti de Chiapis. Non, mais justement, on va d'abord. Oh là là. Non, mais moi, même pas, on va voir, moi. J'ai Baba. Bon, alors, est-ce que tu pourrais nous parler de ton événement à venir? Ma fille, le Codoctec. Combien de temps, Nidanik? Parce que souvent, là, j'ai moi là. Bon, le Codoctec, c'est mon nom. Qu'on nous a dit, c'est Codoctec, parce que le monde ne peut pas comprendre ce que ça veut dire. Codoctec, c'est, qu'on a dit tout, souvent de fois, un bac hormone puis rester docteur. Donc, ça veut dire le Codoctec, c'est un corps qui est en santé, un corps qui a fonctionné bien. Et Camp, c'est la notion de nous faire ça un week-end. C'est-à-dire, OK, là, on va débarquer les vendredis à 7h soir, les dimanches à 7h soir, nous ensemble, et nous avons fait tout ça, nous avons à faire pour nous justement apprendre, mais c'est l'habitude. D'accord, pour qu'on l'appelle docteur, pour qu'on l'appelle venir plus en santé. Aussi là, nous qui travaillons assis, manger là, premier axe. Donc, attiller pour apprendre à manger bien et surtout tabzi pour se flapper parce que moi, mon empé fait pour qualité bien pour rester 3 temps derrière les fourneaux.
Suivez mon regard. Ensuite, Outini aussi attiller assis tout ça qui mental en nous, parce que c'est aussi ça pour nous changer. Et puis, la partie art-thérapie, parce qu'on a pensé que là, Outini en forme de folie, en forme de chanterie, en forme de... Voilà, ça a contribué aussi à mettre en axe et à mettre au docteur. Donc, tout ça, c'est les attiller. Mais surtout, très fort pour moi, hein, c'est surtout le fait que nous caillons ensemble, nous caillons dormi ensemble. Donc, le coucher est compris. Donc, ça veut dire qu'elle est arrivée. Parce que nous pensons aussi à des gens qui patinent l'auto. En disant des gens qui ont contacté, moi, ils voudraient venir faire les outils là, tout le monde. Ils veulent pas ni voiture, encore rester et qui nous a son. Lance Bertrand ou encore rester Pointe-Noire. Donc, les gens qui ont déposé là, les vendredis, ou qui viennent chercher les dimanches. All inclusive, avec des ateliers, des intervenants de qualité. En pour des voyelles, parce que si les gens qui ont tous ces gens ça, nous avons dormi ici place. Nous tenons aux chanteries parce que, à dans le caractère, dans le développement, pour moi, ça sont bien important pour nous. Il faut un petit gré de. Oui, il faut pas qu'on peut être très sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Oui, donc, pour nous, c'est un moment pour nous, et puis surtout, moi là. Moi, je crois souvent au pouvoir de la parole. Il suffit parfois d'un mot pour changer ta vie. Donc, ça veut dire que là, on vient, on commence à veiller Mouna depuis vendredi soir. J'ai dit, moi, je ne vais pas penser qu'un moment qui est déclenché. Il y a des clics. Moi, dit ça, travail, moi, c'est l'imé bobèche là. Mais ça n'a pas qu'à adresser seulement à monde qui doit dépasser. C'est tout le monde qui a besoin de motivation, qui a besoin vraiment de motivation, ballon. Pour yo prendre soin à quoi yo pour mettre quoi yo docteur ça vraiment fondal et message là ça a pas rien qui pour monde qui doit dépasser nous pas là pour nous vérifier IMC à mon avant yo rentrer à 28 au 30 avril ou ka ici yemuna.com c'est site internet en moins ou en kabay voilà on y tous les renseignements on y fiche produit là on y numéro de téléphone aussi pour voyon WhatsApp ça meilleur c'est mon vous comprenez parce que nous parfois occupés alors c'est le 424 825 424 825 sont portable ou quand vous voyez le WhatsApp la personne et OK répondre vous étape zip attention nous dans les early bird vous savez qui est early bird early bird c'est les oiseaux du monde donc voilà c'est ça les tarifs préférentiels et après ça qui est piché donc nous avons la possibilité aussi de payer en plusieurs fois donc mon cher point devant c'est quand il y a dit le code docteur Kem c'est vraiment au moment éveillé Mouna avec toute équipaille pour peut garder en qui j'ai encore au pied en vie solide en tout cas merci Mouna merci et à jeudi. Rapidement, nous allons faire dans l'information parce que c'est important. Interview à Sud PTT Guadeloupe, à Cyprien Colli. Vous savez, nous avons là sorti en Colli, sorti en Guadeloupe. Oui, en France. Ça. Réaction, Michel Depape. On regarde. Nous avons interpellé les élus locaux, mais aussi les responsables et les élus de l'État. C'est parce que nous avons pensé que cette situation-là est extrêmement grave au niveau des emplois. Au courrier et notamment à la distribution. Par rapport à nous avons dit une forte chute des colis, plus de 30% par rapport à 30% 2022 par rapport à 2021, à la même période, nous avons dit que nous pouvons attendre que ça vienne plus grave. Nous devons être interpellés pour, nous avons dit, essayer, en tout cas, trouver une solution pour notamment les métiers de l'emploi à un pays où il y a plus de 30% des chômages. Alors nous avons continuité à ça crier mécontentement la population par rapport au sous-coût du colis. Là, on a une péréquation tarifaire, c'est-à-dire unique, c'est-à-dire les mêmes prix qui sont exercés au niveau de l'Hexagone, qui n'est pas applicable en Guadeloupe. Et nous avons demandé à ce que nous respections, c'est-à-dire déjà la continuité territoriale, mais aussi, à travers tout ça, nous avons vrai, ou un texte ou un code des postes et des télécommunications qui stipule clairement qu'il faut adapter les prix, mais aussi respecter l'équilibre sociétal par rapport à prix à l'école. Premièrement, c'est que Guadeloupéens pas vache à lait en tout cas à système AIO. 30 kilos au niveau à la fin, c'est à peu près 34 € qu'il a payé. Et là, il a fait à peu près 30 kilos pour venir en Guadeloupe. C'est même qu'il a ça payé à peu près 140 €. Alors, nous avons dit, et pour mettre à dingue, ça veut dire qu'il l'octroi de mer et nouveaux frais qu'ils mettent en place, c'est-à-dire les frais de gestion. Et en 1er avril encore,
Ou quoi, c'est quoi créer l'application en tout cas, l'accord Schengen. C'est-à-dire, il y a taxé à double, en tout cas, hyper insignifiant, qui vous voyez, qui rentre en Guadeloupe, il y a taxé les colis, en tout cas, pire qui c'est quoi créer colis qui a venu en France. Alors, ça nous a dénoncé. C'est-à-dire que ces frais-là, nous avons payé là, l'ouvre, nous avons redit encore, l'ouvre, en 16 jours, nous avons payé ces frais-là, ça, c'est l'encolis qui a sorti hors Union européenne. Il faut nous bien comprendre ça, hors Union européenne. Ça veut dire que le traitement là, quand nous là, c'est que nous pas fait partie en tout cas département français. C'est ça pour nous. Alors, il faut parler clairement de nous. Où il y aura appliqué les mêmes schémas qu'il y a au niveau national, mais il ne peut pas continuer à pomper Guadeloupéens et à couper par chaque Guadeloupéen. Voilà, ben, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle qu'en début du ZCL, on a reçu Willy Nestor, les éditions Nestor, avec tous les livres là dont je parle, les 2 derniers sortis, Willem et l'arbre de pain, et aussi le livre de M. Delumeau, de la famille Delumeau, c'est même nom-là, il dit nous, une seule et même famille, et tous les bouquins qui sont là, les mères de Marie-Galante, je rappelle très rapidement, Eré les stigmates, Baba le crabe, Jessica Alfred, Stèle, sculpture commémorative en Guadeloupe, et Valère Édouard Lamy, le livre de sa fille. Tous ces auteurs, on les recevra individuellement bientôt. On a après ensuite eu la chronique de Caroline Alix sur les locataires et les bailleurs, souvent Rani Goumé entre eux, elle est médiatrice, elle a expliqué. Ensuite, nous avons eu ce petit débat avec Madame Cécé, Chantal Cécé-Vamur, le mal-être au travail, ce qu'on appelle le harcèlement, avec une psychologue, je rappelle, qui a bien expliqué les choses, Noélie Alvarade, et un avocat, Antoine Loscolan. Et puis, nous avons eu nos 2 stars du jeudi, aujourd'hui, Sandy Kelly, mais oui, S2M, et oui, Monsieur Mouna, en dernier mot. Oui, juste pour remercier. Oui, partenaire en moi, nous disons CAPES, bien sûr, partenaire de Cœur et d'Amour. Et puis Guadeloupe Forever, puisqu'elle nous dit nous avons manger en santé. Et bien Guadeloupe Forever, monsieur Salim Istive, qui partenaire en nous, 6 prochains événements, nous, le Code Docteur Kem qui a fait fin avril. Et pour autres, plus renseignements, c'est yemouna.com. Ok. Et donc, on a fait un petit tour avec Charlie Dagonia du côté de la visite au SME à G, mais enfin, rien pas réglé, mais enfin, Caranco est de passage en Guadeloupe. Donc, il est passé un peu partout. Et hier soir, il y avait d'ailleurs une soirée Ernest Pépin à la Wawak. Et l'Expo Bibird, ben, nous parlons de ça peut-être sur la VA. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par Yann. Et ben, il n'y a assistant de là. C'est que demain. Et donc, on remercie tout le monde. On vous retrouve demain à partir de 12h30. On va recevoir justement la directrice du cinéma, du festival de cinéma d'ailleurs. Priscilla Delannay sera avec nous, avec Marilyn. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ciao, bye bye. Si vous pour manger, bon appétit. Pas de bouquet, à midi. Vous avez attrapé ma bébé, nous vous disons.